Tout d'abord, merci à vous, les organisateurs de cet événement, et merci pour cette invitation. Je suis personnellement d'autant plus sensible à cette invitation, dans la mesure où, comme vous venez de le rappeler, j'ai vécu pendant 8 ans au Sénégal et j'y ai passé peut-être les 8 années les plus heureuses de ma carrière, comme coopérant auprès du trésorier général, travaillant en fait sur les plans comptables, notamment le plan comptable des collectivités locales. Donc en fait, loin des questions monétaires. Questions monétaires que je n'ai découvertes que relativement récemment, donc peut-être un peu sur le tard pour moi, il y a environ 3 ans, en surfant sur le web et en découvrant MMT. Alors Yvan et moi, nous sommes les membres de MMT France, une organisation encore tout à fait balbutiante. Nous sommes 3 dans cette organisation. Et nous nous proposons de donner accès à la MMT aux francophones, sachant que la littérature sur MMT est essentiellement en langue anglaise. Alors, je vais partager l'écran maintenant, puisque je vais avoir besoin de mes slides. Donc, si c'est possible. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend très bien. OK, merci. On t'entend bien. OK. Très bien. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la théorie monétaire moderne? C'est une approche à l'économie monétaire, une approche qui nous aide à comprendre en fait notre société, à comprendre le monde dans lequel nous vivons, parce que la monnaie, comme on le sait, c'est quelque chose qui touche absolument tous les aspects de la société. Donc, la MMT permet de comprendre la monnaie, comment elle fonctionne, ce qui permet de lire le monde pour comprendre le monde. Comprendre la monnaie, ce n'est pas suffisant, mais c'est nécessaire pour avoir une vision claire du monde dans lequel nous vivons. Alors, la MMT présente 2 aspects, un aspect descriptif et un aspect normatif. Tout d'abord, elle décrit le système, une description très fine, en réalité, du système comptable. MMT utilise énormément la comptabilité et elle considère d'ailleurs que la monnaie, c'est de la comptabilité. Et après avoir donné cette description, bien sûr, après, il y a des propositions pour résoudre des problèmes en termes de stabilité des prix, mais avant tout en termes de chômage. En fait, dans la MMT, l'élément le plus important, c'est d'expliquer comment un pays qui maîtrise sa devise peut définir des politiques pour parvenir au plein emploi et maintenir ce plein emploi. Alors, le point de départ de la MMT est très simple, il est le constat factuel que les devises sont des créations publiques et en particulier sont des monopoles publics. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, alors une précision tout d'abord, la MMT ne parle pas de monnaie en général, mais de devises spécifiques à un pays donné. Cela veut dire que le franc suisse, par exemple, ou bien la livre sterling du Royaume-Uni, ou bien le yen du Japon, n'existaient pas tant que les États correspondants ne les ont pas créés. Donc les devises sont des créations publiques, des créations étatiques, et ce sont des monopoles. Cela veut dire qu'une devise ne peut être créée que par une autorité publique, en l'occurrence l'État. Mais ça veut dire également que lorsque, plus tard, je vous parlerai par exemple de dette publique, cela ne concernera que la dette publique dans la devise de l'État et en aucune façon la dette en devise étrangère. Alors le slide suivant est celui sur lequel je vais m'attarder le plus. Nous avons donc dit que la devise est un monopole de l'État. Et là, je vais tenter de vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a l'État d'un côté, qui, dans la mesure où il crée sa propre devise, a un rôle, donc l'État ici, a un rôle totalement différent des autres acteurs, ceux du secteur privé,
qui sont ici dans économie, regroupés sous la rubrique économie. C'est l'État qui a le monopole de la force sur son territoire. Lui seul est le créateur de la devise. Les autres acteurs ne sont que des utilisateurs de cette devise. Et cette distinction entre État créateur de sa devise et agent du secteur privé en général, utilisateur de la devise, est fondamentale pour bien comprendre MMT. Alors, quel est le processus qui mène à la création de la devise? Le processus est le suivant, ou plutôt qui mène au fonctionnement du système. Le processus est le suivant. L'État a le pouvoir d'imposer une taxe, par taxe j'entends impôt en général, au secteur privé. Et il le fait en rendant cette taxe payable seulement dans sa propre devise. En faisant ça, il incite les agents du secteur privé à rechercher cette devise. Il crée donc alors une demande dans cette devise. Et pour obtenir cette devise, les agents du secteur privé n'ont pas d'autre choix que de se faire producteurs et vendeurs de biens et de services, vendeurs également de leur force de travail. Une fois cette offre de biens, de services et de travail effectuée, l'État peut dépenser, ici 100 dans notre exemple, et seulement après, l'État peut taxer 60 dans notre exemple, pour reprendre à ses citoyens la devise qu'il a mise en circulation. C'est la raison pour laquelle nous avons fait apparaître ici une poubelle, en fait. La monnaie, la devise, est détruite lorsque la taxe est payée. Et la différence entre dépenses publiques et impôts, taxes, représente le déficit public et représente l'épargne du secteur privé. Donc, déficit public égale épargne du secteur privé. Il est donc important de bien voir que l'impôt ne finance pas la dépense publique. À ce stade, l'État crée sa propre devise en dépensant, et il n'a pas besoin d'impôt. Et cela signifie d'une manière logique que la dépense publique précède l'encaissement des impôts. La dépense publique précède l'encaissement des impôts. En effet, toute la devise qui a été utilisée pour payer les taxes a été nécessairement au préalable fournie au secteur privé par la dépense publique. Alors, quelle est la finalité de tout ça? Quelle est la finalité du système? L'objectif premier du système, l'objectif de la devise, n'est pas de donner un moyen d'échange aux agents du secteur privé. Il s'agit là en fait que d'un objectif second, incident. La finalité, la seule finalité, et ça il faut bien le comprendre, c'est de fournir du travail et des biens réels à l'État, donc d'approvisionner l'État en travail et en biens et services. Et cela signifie, vous le comprenez, que le marché est d'abord un système généralisé d'échange de devises et qu'il n'est que d'une façon collatérale, d'une manière incidente, un système généralisé d'échange de biens et de services. Donc ça, c'est ce qui fait l'originalité de MMT par rapport aux autres approches. Donc le système est d'abord un système d'échange de devises et seulement d'une manière incidente, un système d'échange de biens et de services. Vous vous rendez compte donc que la fiscalité joue un rôle totalement différent par rapport à toutes les autres approches. Et ce rôle est fondamental. En fait, on peut dire que dans la vision MMT, la fiscalité, c'est le moteur du système. Mais cela signifie également que l'État monopoliste de sa devise n'est pas limité financièrement dans la création de sa devise. Par contre, il existe bien une limite qui est celle de la disponibilité de ses ressources réelles, limites naturelles, technologies, personnes à employer, et donc en réalité de l'inflation. Donc pas de limite nominale, pas de limite financière dans la dépense et dans la création de la devise, mais limite des ressources réelles, disponibilité des ressources réelles. Alors maintenant, une autre chose importante, un autre pas en avant, comme nous l'avons vu dans le slide précédent, le déficit public d'une année représente l'épargne privée de cette année. Quant à elle, la somme des déficits publics, le cumul des déficits publics représente la dette publique. Il ne s'agit pas d'une
idéologie, mais d'un simple constat de la comptabilité nationale, une simple identité comptable qui se vérifie d'ailleurs dans tous les pays. Donc, si le déficit pour une année, c'est l'épargne privée dans cette devise de cette année, la dette publique, en fait, c'est la richesse financière du secteur privé. Et c'est la raison pour laquelle les pays qui ont la plus grande dette publique, confère le Japon, qui a 240% de dette publique par rapport au PIB, ont le taux d'épargne le plus important. Vous comprenez donc que tout ce que l'on peut entendre dans les prises de position des politiques et dans les médias sur le fait qu'un État doit gérer son budget comme un père de famille, par exemple, ou donc avoir un déficit le plus petit possible, ou bien que quand on entend mur et fardeau de la dette publique, en réalité, tout cela est totalement infondé. Alors, pour illustrer ce processus du monopole de la devise, prenons un exemple historique, celui de l'État britannique au Ghana. Le Ghana du 19e siècle ne connaissait pas la monnaie. Tout le monde était engagé dans la pêche, la chasse et autres activités typiques d'une société pré-industrielle. Personne n'avait besoin d'argent pour payer quoi que ce soit, donc personne ne cherchait à s'en procurer. Mais la puissance coloniale britannique, qui avait un grand intérêt à exploiter ces territoires pour la production de café, devait trouver un moyen pour forcer la population autochtone à travailler dans ses propres plantations. Pour se procurer leur manœuvre, les Britanniques imposèrent une taxe sur les habitations libellée en livres sterling, une devise émise uniquement par l'autorité coloniale. Et les Britanniques menacèrent de brûler l'habitation de ceux qui refusaient de payer leurs impôts. L'imposition en livres sterling généra donc une demande de cette devise, car la population en avait besoin pour payer ses impôts et donc pour sauver ses habitations. Et cependant, personne, au moins au début, ne détenait de livres sterling. La seule source de cette devise était l'autorité coloniale. C'était donc le cœur de la méthode coercitive utilisée par les Britanniques, forcer les Ghanéens à travailler pour eux-mêmes, non pas directement par la force brute, mais par la fiscalité. Donc on retrouve là l'importance de la fiscalité dans la logique MMT. Et ce qui est important de bien comprendre, c'est le fait qu'avant l'imposition de la livre sterling au Ghana, il n'y avait pas de chômage. Les gens étaient occupés car il y avait plein de choses à faire, chercher de la nourriture, garder les enfants, construire les habitations, etc. Et il n'y avait pas de chômage car le chômage, en fait, signifie qu'il y a des personnes qui cherchent de la devise en essayant de vendre leur force de travail, mais n'y parviennent pas. Et on peut dire également que la devise, c'est un instrument d'exploitation, un instrument d'extraction de ressources au profit de l'État. Alors, le développement que j'ai fait jusqu'à maintenant concernait les États qui disposent du contrôle total de leur devise, comme les USA, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni. Mais ce n'est évidemment pas le cas de tous les États. Il existe en effet des différences importantes entre ces pays monopolistes de leur devise et ceux de l'eurozone, par exemple, et à plus forte raison, ceux de la zone CFA. Et ces différences se formalisent par le fait que si certes, ils ne disposent pas de leur propre devise, on leur impose également des limites, aussi bien en termes de déficit que de dette publique. En fait, ces limites sont des contraintes institutionnelles fondées sur absolument aucune logique technique, aucune logique économique, mais une logique purement politique. Il est clair, par exemple, que l'Union européenne a l'austérité dans son ADN. Et lorsque l'on entend les analyses faites par les médias, lorsqu'on entend les expressions comme mur de la dette, fardeau de la dette, il est clair que sous-jacent, il y a également beaucoup d'ignorance. Notre objectif à MNT France est justement de développer une connaissance qui vient contredire la culture économique la plus souvent diffusée par les médias, par la pensée économique dominante, ce qui est historiquement très pernicieux et qui, conduisant notamment à des taux de chômage importants, est à la base de la souffrance de millions de personnes.
Ensuite, un slide qui montre en bas Warren Mosler, qui est en fait le père de la MMT, qui fait une déclaration à une grande abondance. Nos dirigeants préfèrent la privation. Là, il fait allusion aux dirigeants américains qui ne connaissent pas le fonctionnement du système et qui, à cause de cela, s'auto-limitent, ne tirent pas tout le potentiel de l'économie de leur pays. Et puis au-dessus, Stephanie Kelton, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, puisqu'elle vient de publier un livre, Le mythe du déficit, qu'elle a fait traduire en français, qui est un best-seller aux États-Unis, qui dit « Tout ce qui est physiquement possible est financièrement possible ». La devise est créée par l'homme, donc les limites financières sont celles que l'homme s'impose. Ces limites réelles sont ses limites naturelles, la technologie, les ressources naturelles et les personnes à employer. On l'a déjà vu. Alors, pourquoi la MMT devrait être intéressante, importante? En fait, la MMT est importante parce qu'elle parvient à aider à l'élaboration de solutions pour des objectifs de politique économique, notamment le plein emploi. Le plein emploi, ça veut dire que tout le monde a la possibilité de travailler. Le travail est le point de départ d'une vie meilleure. Tout ce qui est techniquement possible est financièrement possible, c'est-à-dire que si un pays a les capacités pour réaliser une chose, une route, une école, un pont, un hôpital, il a la possibilité de le faire. Et la devise n'est qu'un moyen. Et c'est bien là où se trouve le potentiel de la MMT. Donc, plein emploi et complète utilisation des capacités disponibles sur un territoire. Et cela doit mener logiquement à la quasi-éradication de la pauvreté. Pour accompagner et compléter son objectif de plein emploi, la MMT préconise également une garantie d'emploi. Une garantie d'emploi offerte à tous ceux qui sont dans la capacité de travailler et qui désirent travailler. Il s'agit en fait d'emplois de transition qui permettent, tout en offrant un emploi, d'équilibrer l'économie, dans le sens où le nombre d'emplois concernés varie en fonction de l'état de l'économie, augmentant en période de récession et diminuant en période d'expansion. Alors pour terminer, j'ai souhaité tirer en synthèse les points qui me semblent les plus importants de MMT. Tout d'abord, la devise est une créature de l'État qui en détient le monopole, ce qui lui permet de s'approvisionner en biens et services et en travail. Ensuite, un État qui contrôle sa devise ne peut faire défaut, sauf s'il le décide. Ça, c'est évidemment très important et je dois dire que moi, en ce qui me concerne personnellement, c'est la première chose que j'ai lue sur MMT qui m'a immédiatement séduit. La dépense publique n'est pas limitée en termes financiers, elle est limitée en termes de ressources réelles disponibles, donc d'inflation. Ensuite, seule la dépense publique permet de créer de la richesse financière nette au profit des agents du secteur privé. Ça signifie que le crédit bancaire ne crée en fait que du pouvoir d'achat. Bon, ça, je ne l'ai pas développé, on pourra le développer éventuellement s'il y a des questions. Mais ça, c'est fondamental. Le crédit bancaire, en fait, à partir du moment où un crédit bancaire se rembourse, ce qui n'est pas le cas d'une dépense publique, eh bien, ce crédit bancaire lui-même ne crée pas de richesse financière nette, il ne crée que du pouvoir d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais il y a une différence fondamentale entre pouvoir d'achat et richesse financière nette, qui est l'un des fondements donc, de MMT. Ensuite, le chômage est un phénomène purement monétaire, on l'a vu. Il est la conséquence d'un déficit public insuffisant. Et enfin, la MMT met en évidence le caractère primordial pour un État de disposer et de contrôler sa propre devise. Je crois que c'est quelque chose de très, très important, évidemment. Ensuite, il reste 2 slides sur lesquels nous vous proposons les coordonnées de MMT, un blog sur lequel nous publions des traductions et des articles que nous écrivons nous-mêmes, une page Wikipédia, nos coordonnées Twitter et Facebook, et puis nos mails personnels à Yvan et à moi-même. Et puis pour terminer, quelques références bibliographiques pour ceux qui veulent une première approche, qui souhaitent une première approche et également pour approfondir. Voilà, eh bien, j'ai terminé. Je vous remercie.